Bonjour, esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde n'avait aucun sens? Que vos efforts quotidiens s'apparentaient à pousser une roche géante en haut d'une montagne pour la voir dévaler la pente encore et encore? Cette image, celle de Sisyphe, est au cœur de la pensée d'un des esprits les plus audacieux du XXe siècle. Un homme qui nous a regardé droit dans les yeux et nous a dit « Oui, la vie est absurde ». Oh, mais le génie d'Albert Camus ne s'est pas arrêté au diagnostic. Sa véritable mission fut de répondre à la plus difficile de toutes les questions. Si la vie est en effet absurde, pourquoi ne pas simplement y mettre fin? Comment trouver un sens et même le bonheur dans un univers qui se tait? Aujourd'hui, nous allons déconstruire sa réponse, un chemin qui mène de l'absurde à la révolte et de la révolte à l'amour. Ce n'est pas qu'un simple exercice académique. La philosophie de Camus est un véritable outil de survie. À notre époque d'anxiété, de désinformation et de crise existentielle, sa voix résonne plus fort que jamais. Préparez-vous à une analyse profonde qui pourrait changer la façon dont vous percevez votre propre existence. Avant de commencer, un petit mot. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Pensez-y comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que votre imagination s'envole avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre Camus, il faut d'abord le situer. Né en 1913 en Algérie française, dans une famille pauvre, il a grandi sous le soleil ardent de la Méditerranée, un détail qui marquerait toute son œuvre. Cette dualité, la pauvreté et la misère côtoyant la beauté physique et éblouissante du monde, est le premier germe de sa pensée. Il a vu la beauté et la souffrance toujours indissociables. Ce n'était pas un philosophe de salon. Il fut journaliste, dramaturge, romancier et un membre actif de la résistance française contre l'occupation nazie. Il a dirigé le journal clandestin Combat. Cette expérience de lutte contre une tyrannie absurde et meurtrière a forgé son éthique. Il a vu le nihilisme à l'œuvre, l'idée que tout est permis, poussée à son extrême le plus horrible. On l'associe souvent à l'existentialisme, aux côtés de Jean-Paul Sartre. Et même s'ils furent amis et partagèrent des cafés à Paris, Camus a toujours refusé cette étiquette. Il disait « Non, je ne suis pas existentialiste ». Son point de départ était différent. Tandis que Sartre partait de la conscience, Camus partait de la sensation, du choc physique avec le monde. Sa grande rupture avec Sartre viendrait plus tard, avec la publication de « L'homme révolté ». Camus a durement critiqué le soutien de Sartre au régime communiste, arguant que justifier la violence et les camps de concentration au nom d'une histoire future revenait à trahir la révolte elle-même. Pour Camus, les moyens importaient autant que la fin. Ce contexte est vital. Camus n'écrit pas depuis une tour d'ivoire. Il écrit depuis la tranchée, depuis la pauvreté, depuis la lutte contre le fascisme et depuis la douleur de la décolonisation. Sa philosophie est ancrée dans la réalité la plus crue. Et tout commence par un seul mot, l'absurde. Passons à la première grande pierre angulaire, l'absurde. Camus le développe dans son essai « Le mythe de Sisyphe ». Il commence par la phrase la plus percutante de la philosophie du XXe siècle. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, le suicide. Pourquoi? Parce que juger si la vie vaut ou non la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale. Il est crucial de bien comprendre ceci. Pour Camus, le monde en lui-même n'est pas absurde, il est simplement irrationnel. Il n'a pas de sens inhérent. Et nous, les humains, ne sommes pas absurdes non plus. Au contraire, nous sommes remplis d'un désir désespéré de clarté, d'unité et de sens. Nous voulons que l'univers nous réponde. L'absurde naît du choc. C'est le divorce entre notre esprit qui exige des réponses et le silence irrationnel de l'univers. C'est la collision entre notre désir d'éternité et la réalité de notre mort. Il n'est ni en nous ni dans le monde. Il est dans la tension qui les unit. Camus dit que nous vivons souvent sans le ressentir. Nous avançons par inertie, lundi, mardi, mercredi. Travail, repas, sommeil. Mais un jour, le pourquoi surgit. Les décors s'effondrent. Nous voyons la mécanique de notre propre vie. C'est ça le réveil à l'absurde. C'est un sentiment avant d'être une idée. Pensez-y ainsi. C'est comme un acteur qui, au milieu de la pièce, oublie son texte et voit soudain la scène, les lumières, le public. Il voit l'artificialité de tout. Cette sensation d'étrangeté face au monde et même face à nous-mêmes est la sensibilité absurde. C'est se sentir étranger à sa propre vie. Face à cette découverte, dit Camus, la tentation est de fuir. Et il identifie deux formes principales de fuite, deux fausses sorties. Toutes deux sont, à leur manière, un suicide. La première fausse sortie est le suicide physique. C'est la reddition. C'est se dire « cette tension est insupportable, alors j'éliminerai l'un des termes du conflit, moi-même ». Camus rejette cela. Pour lui, le suicide ne résout pas l'absurde, il l'annule simplement. C'est échapper au problème, non le confronter. La deuxième fausse sortie est plus subtile et, pour Camus,
plus dangereuse. C'est le suicide philosophique ou le saut de la foi. C'est ce qu'il critique chez des penseurs religieux comme Kierkegaard ou Dostoïevski. C'est quand, terrifié par l'absurde, on décide de sauter vers la foi, vers Dieu, vers une idéologie qui promet un sens transcendant. Camus respecte la foi, mais philosophiquement, il la rejette comme réponse à l'absurde. Pourquoi? Parce que c'est une autre échappatoire. C'est annuler l'autre terme du conflit, le monde irrationnel. C'est échanger la tension insupportable de la réalité contre le confort d'une illusion. C'est, au fond, nier la raison humaine, celle-là même qui a découvert l'absurde en premier lieu. Alors, si nous ne devons pas nous suicider physiquement ni philosophiquement, que diable faisons-nous? Voici la réponse de Camus. Elle est simple, mais incroyablement difficile. La réponse est ne pas fuir. La réponse est d'accepter la tension, de nous maintenir sur cette crête étroite entre notre raison et le monde irrationnel. La vraie réponse à l'absurde est la lucidité, la révolte et la liberté. Vivre avec l'absurde signifie en être pleinement conscient, ne pas le nier. C'est le maintenir en vie. C'est vivre malgré lui. Et de cette acceptation naissent 3 conséquences. La première conséquence est ma révolte. Si l'absurde est ma condition, je me révolte contre elle. Attention, ce n'est pas une révolte pour changer l'univers, c'est impossible. C'est une révolte intérieure. C'est le non constant de ma conscience. C'est dire, la mort est mon destin, mais je ne l'accepte pas passivement. La deuxième conséquence est ma liberté. De quoi suis-je libre? Je suis libre de l'espoir d'un avenir meilleur ou d'un au-delà. S'il n'y a pas de après et pas de plan divin, alors je suis profondément libre dans le maintenant. Libre des règles d'un Dieu ou d'une morale transcendante. Ma seule vérité est l'expérience. La troisième conséquence est ma passion. Si cette vie est tout ce que j'ai et qu'elle est courte et absurde, alors la seule réponse logique est de la vivre avec la plus grande intensité. Il ne s'agit pas de vivre mieux, mais de vivre plus. De multiplier les expériences, de ressentir passionnément la beauté et la douleur du monde. Et ainsi nous arrivons à Sisyphe, l'image centrale. Sisyphe fut condamné par les dieux à pousser un rocher en haut d'une montagne pour qu'il roule à nouveau vers le bas, juste avant d'atteindre le sommet pour toute l'éternité. C'est la métaphore du travail inutile et sans espoir. C'est la condition humaine. C'est notre vie. Nous voyons Sisyphe s'efforcer, suer, souffrir. Nous le voyons échouer encore et encore. C'est une image de pure tragédie. Mais Camus nous demande de regarder de plus près. Le moment qui intéresse Camus n'est pas la montée, c'est la descente. Le moment où Sisyphe redescend la montagne seul pour chercher son rocher. Dans cette pause, dit Camus, Sisyphe est conscient. Il connaît l'inutilité de sa tâche. Il n'a pas d'espoir. Et dans ce moment de lucidité, il est supérieur à son destin. En étant conscient de sa punition, il la transcende. Les dieux l'ont puni, mais il est maître de sa conscience de ce châtiment. Le rocher était sa chose. Son destin lui appartient. Et voici la phrase qui change tout. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Heureux? Comment? Sisyphe l'est heureux parce que le bonheur et l'absurde sont 2 enfants de la même terre. Ils sont inséparables. La joie absurde est cette victoire tragique. C'est trouver un sens dans la lutte elle-même, non dans la victoire finale. C'est l'amour de l'effort même, de la vie elle-même, malgré son absence de sens. Le bonheur est l'acte de révolte de Sisyphe. C'est dire oui à la vie, avec le rocher et tout. Cette idée de l'homme absurde est la base, mais Camus ne s'est pas arrêté là. Le mythe de Sisyphe fut écrit pendant la guerre, dans un ton très individualiste. La question était « Comment puis-je, moi, vivre ?» Mais la guerre et l'occupation nazie lui ont montré que cela ne suffisait pas. Le problème de la réponse de Sisyphe est qu'elle est solitaire. Que se passe-t-il quand l'absurde n'est pas seulement ma condition, mais qu'il est activement imposé par d'autres hommes? Que se passe-t-il quand l'absurde prend la forme de la tyrannie, du meurtre, de la peste? C'est ici que naît le second pilier, la révolte. Si le mythe de Sisyphe demande « Pourquoi ne pas se suicider ?», son grand essai suivant, l'homme révolté, demande « Pourquoi ne pas tuer ?» S'il n'y a pas de Dieu et pas de règles, pourquoi ne devrais-je pas imposer ma volonté aux autres? Pourquoi ne pas devenir un tyran si j'en ai le pouvoir? La réponse de Camus est la révolte. Mais cette fois, la révolte n'est pas seulement un non individuel contre le destin. C'est un non dit à un autre être humain. C'est un esclave qui se lève et dit à son maître « Jusqu'ici et pas plus loin. Il y a une limite que tu ne peux pas franchir. » C'est le moment clé. À l'instant où le révolté dit non, il dit aussi oui. À quoi dit-il oui? Il dit oui à une valeur qu'il considère plus importante que sa propre vie. Une valeur qu'il croit commune à tous les hommes, la dignité, la justice. Ici, Camus opère un virage merveilleux. Le révolté, en disant non par lui-même, réalise qu'il défend quelque chose qui transcende son individualité. Il défend la dignité humaine en tant que telle. C'est pourquoi la phrase fondamentale de la révolte n'est pas « je me révolte, donc je suis », mais « je me révolte, donc nous sommes ».
La révolte pour Camus est la naissance de la solidarité. C'est le moment où la souffrance cesse d'être individuelle et devient une expérience collective. C'est la base de toute éthique. Dans un monde sans Dieu, la seule valeur que nous pouvons trouver est celle que nous créons ensemble dans la lutte contre l'injustice. Mais Camus est très prudent. Il distingue nettement entre révolte et révolution. C'est l'une de ses idées les plus importantes et la cause de sa brouille avec Sartre. La révolte est un mouvement qui dit non à l'oppression au nom d'une limite, de la dignité humaine. Elle reste fidèle à ses origines. La révolution, en revanche, est la révolte qui se trahit elle-même. C'est celle qui, au nom d'une idée abstraite de l'avenir, la société sans classe, le Reich de Milan, décide que la fin justifie les moyens. La révolution oublie la limite et commence à justifier le meurtre, la tyrannie et les camps de concentration. Camus a vu cela dans le fascisme et aussi dans le stalinisme. Il a vu comment la légitime révolte contre l'injustice se transformait en un nihilisme meurtrier, en une logique du tout ou rien qui détruisait le présent au nom d'un avenir qui n'arrivait jamais. Pour Camus, c'était l'absurde dans sa forme la plus dangereuse. Le véritable révolté, dit Camus, doit maintenir une tension permanente. Il doit lutter contre l'injustice, mais en même temps, il doit refuser de devenir un oppresseur. Il doit accepter la relativité, la mesure, la pensée de midi. Reconnaître que nous ne pouvons pas créer un monde parfait, seulement un monde moins injuste. Cette idée de révolte et de solidarité est le cœur de son grand roman, La Peste. C'est une œuvre maîtresse qui explore comment une communauté entière réagit face à l'absurde. Cette fois, l'absurde n'est pas un rocher mythique, mais une peste biologique qui confine la ville d'Oran. La peste, bien sûr, est une métaphore. Elle représente le mal, la mort, l'exil, l'occupation nazie. C'est l'absurde sous sa forme collective. Elle frappe les gens au hasard, sans se soucier qu'ils soient bons ou mauvais. Face à cette catastrophe, nous voyons toutes les réactions humaines. Il y a le père Panelou qui la voit d'abord comme un châtiment divin. Il le mérite. Mais qui ensuite, en voyant mourir un enfant innocent, voit sa foi vaciller et se joint à la lutte, bien que depuis sa propre logique de foi. Sa foi devient aussi une révolte. Il y a Cottard, le criminel, qui se réjouit de la peste car la confusion générale lui permet de vivre sans craindre d'être arrêté. Il représente ceux qui profitent du chaos et du malheur d'autrui. Il y a Rambert, le journaliste de l'extérieur qui au début ne veut que s'échapper pour retrouver sa bien-aimée. Il tente d'utiliser le marché noir, mais finalement il décide de rester. Il réalise qu'il peut y avoir honte à être heureux tout seul. Il se joint à la lutte par solidarité. Et puis il y a le héros du roman, le docteur Bernard Rieux. Rieux est le héros absurde et révolté par excellence. Il est athée. Il ne croit ni en Dieu ni en un sens transcendant. Il lutte contre la peste jour et nuit, sachant que c'est une lutte qui, au fond, est perdue, car la peste reviendra toujours. Quand on lui demande pourquoi il le fait, Rieux ne prononce pas de grands discours. Il dit simplement que son travail est de soigner les gens. Il le fait par décence. C'est un révolté qui lutte contre la création telle qu'elle est. Sa révolte est la pratique quotidienne de la compassion et de la solidarité, sans espoir d'une victoire finale. La peste est la réponse de Camus à l'individualisme de Sisyphe. Elle nous dit que la seule façon de supporter l'absurde n'est pas d'être seul sur notre montagne, mais ensemble, dans la ville, luttant contre le mal commun. La révolte devient un devoir éthique de solidarité. À la fin du roman, la peste recule. Les gens célèbrent, les portes s'ouvrent, mais Rieux ne célèbre pas. Il sait quelque chose que les autres oublient. Il sait que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, et qu'il arrivera un jour où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans une ville heureuse. C'est un avertissement éternel. La lutte contre l'absurde, contre la tyrannie, contre le mal, n'est jamais gagnée pour toujours. C'est une vigilance constante. La révolte est notre tâche de chaque jour. Nous avons vu l'absurde comme diagnostic et la révolte comme réponse éthique et collective. Mais il nous manque la troisième pièce du puzzle. Qu'en est-il du sens personnel, du bonheur? Ceci nous mène à son roman le plus célèbre et peut-être le plus déconcertant, L'étranger. Publié en 1942, L'étranger est l'histoire de Meursault, un employé de bureau franco-algérien. Le roman commence par une autre phrase légendaire. « Aujourd'hui, maman est morte. » Ou peut-être hier, je ne sais pas. Meursault assiste à l'enterrement de sa mère, mais ne pleure pas. Le lendemain, il va nager, rencontre une jeune femme, Marie, et ils vont au cinéma voir une comédie. Plus tard, il se retrouve mêlé à une dispute de son voisin et sur une plage, sous un soleil aveuglant, il tire et tue un homme arabe. La deuxième partie du livre est son procès. Et voici le coup de génie de Camus. Meursault n'est pas tant jugé pour le meurtre que pour son caractère. Le procureur insiste sur le fait qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. On l'accuse d'être un monstre moral. Meursault est condamné à mort. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il n'a pas fait. Il est condamné parce qu'il refuse de mentir.
Il refuse de feindre une douleur qu'il n'a pas ressentie à ce moment-là. Il refuse de jouer au jeu social des apparences. Meursault, dans sa première partie, est l'homme absurde, à l'état pur, mais passif. Il vit selon ses sensations physiques, la chaleur, le soleil, l'eau, non selon les règles abstraites de la société. Il est un étranger pour les autres parce qu'il est radicalement honnête. Le soleil est un personnage central, c'est la chaleur oppressive, le soleil qui l'aveugle sur la plage, ce qui précipite le tir. C'est le monde irrationnel, physique, qui agit sur lui. Il ne tue pas par méchanceté, il tue presque par accident, par une conséquence absurde de la physique. Mais le véritable éveil de Meursault se produit en prison, en attendant son exécution. Le chapelain lui rend visite, tentant désespérément qu'il se repente et se tourne vers Dieu. Il veut lui offrir le sceau de la foi dont nous avons parlé. Meursault, qui avait été silencieux, explose. Il éclate de colère. Il crie au chapelain que rien de tout cela n'importe, que la vie qu'il a vécue est la seule qu'il est, et que la certitude de la mort est la seule vérité. Il rejette le salut, il rejette l'espoir futur. Et après le départ du chapelain, la transformation s'opère. Meursault, vidé d'espoir, s'apaise. Et pour la première fois, il s'ouvre. Il s'ouvre à ce qu'il appelle la tendre indifférence du monde. Il réalise que le monde lui est indifférent et que c'est bien ainsi, qu'il est égal au monde. Il se sent si frère de cet univers indifférent que pour la première fois, il est heureux. Pour que tout soit consommé, dit-il à la fin, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. C'est une conclusion percutante. Meursault trouve le bonheur absurde. Tout comme Sisyphe, au moment où il accepte son destin, la mort, sans espoir et sans appel, il devient libre. Il se réconcilie avec sa vie, telle qu'elle fut, et avec le monde, tel qu'il est. Alors où est le sens? Pour Camus, le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve comme un trésor caché. Il n'est ni en Dieu, ni dans l'histoire, ni dans une idéologie. Le sens est quelque chose que l'on crée. Nous créons du sens à travers la révolte. Nous créons du sens à travers la solidarité avec les autres, comme le docteur Rieu. Nous créons du sens à travers l'honnêteté radicale envers nous-mêmes, comme Meursault. Et nous le créons à travers quelque chose de plus, quelque chose qui fut central dans la vie personnelle de Camus, l'amour du monde physique. L'amour du soleil, de la mer, de la beauté du corps humain. C'est ce que l'on appelle parfois le Camus méditerranéen. Pour Camus, qui a grandi dans la pauvreté en Algérie, la beauté du monde était sa seule richesse. Et c'était une richesse disponible pour tous, également. Le soleil ne discrimine pas. La mer est une joie physique qui ne requiert pas de justification philosophique. Dans un monde absurde, la beauté physique est une encre. C'est une vérité indéniable. Le plaisir d'un corps sain, la caresse du soleil, le goût des aliments, ce ne sont pas des distractions de l'absurde, elles sont la réponse. Elles sont le oui que nous donnons à la vie. Dans ses noces, il écrit « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible ». Cette phrase résume sa philosophie. Là hiverne est l'absurde, la souffrance, la peste, la mort. Mais en nous, dans notre capacité à nous révolter, à aimer et à ressentir la beauté, il y a un été invincible. Le bonheur, par conséquent, n'est pas seulement une possibilité, c'est presque un devoir moral. Être heureux, malgré l'absurde, est l'acte de révolte définitif. C'est notre façon de cracher au destin, de voler à la mort sa victoire. Camus nous demande d'être des saints sans Dieu. Le docteur Rieu est un saint sans Dieu, un homme qui se dévoue au bien commun sans attendre aucune récompense céleste. Sa seule récompense est la solidarité elle-même, la conscience claire d'avoir fait ce qui est juste. Ceci nous mène à son dernier roman, La Chute. C'est un livre plus sombre, plus cynique, raconté par un homme, Clamence, qui se nomme lui-même un juge pénitent. Il s'est rendu compte de sa propre hypocrisie, que sa bonté n'était que vanité. La Chute est un avertissement. C'est Camus nous disant « Attention à l'auto-justification. Attention à se croire le héros. La révolte doit être humble. Nous devons reconnaître notre propre capacité au mal, notre propre complicité dans l'absurde. » Tragiquement, la vie de Camus fut fauchée. En 1960, à 46 ans, il est mort dans un accident de voiture. Il avait remporté le prix Nobel 3 ans auparavant. Dans la voiture détruite, on a retrouvé le manuscrit de son roman inachevé, Le Premier Homme, une œuvre autobiographique sur son enfance en Algérie. Sa mort fut en elle-même absurde, un destin aveugle et irrationnel qui a réduit au silence l'une des voix les plus lucides du siècle. Mais son œuvre était déjà complète dans son message central. Quel est alors l'héritage d'Albert Camus? Que nous laisse-t-il aujourd'hui? Il nous laisse d'abord une honnêteté brutale. Le courage de regarder le monde en face et de ne pas détourner le regard, d'accepter l'absurde sans tomber dans le désespoir. Il nous laisse une éthique sans Dieu, une morale basée sur la solidarité humaine.
Dans un monde post-religieux, Camus nous donne une raison d'être bon. Je me révolte, donc nous sommes. Ma liberté s'arrête là où commence la tienne. Je dois me battre pour ta dignité comme si c'était la mienne, car c'est le cas. Il nous laisse une philosophie du corps et du soleil, un appel à ne pas oublier la beauté du monde, à ne pas sacrifier le présent pour un avenir abstrait, à trouver le bonheur dans l'immédiat, dans la mer, dans le soleil, dans l'amour de la vie physique. Et il nous laisse cette image inoubliable, Sisyphe heureux. Un rappel que le sens de la vie n'est pas une destination, c'est un voyage. Que la dignité n'est pas dans la victoire, mais dans la lutte. Et que notre plus grande victoire contre un univers indifférent est notre décision de continuer à pousser notre rocher et de le faire avec un sourire. Le voyage de Camus nous mène de la froide reconnaissance de l'absurde à la chaude flamme de la révolte et de la solidarité, et finalement à la difficile conquête d'un sens personnel. Il nous enseigne que même dans un univers indifférent, nous avons une mission. Cette mission est d'être lucide, d'être révolté contre l'injustice, d'être solidaire avec nos compagnons de destin et, par-dessus tout, d'être heureux, d'aimer la vie malgré tout, ou mieux encore, d'aimer la vie précisément pour tout. Lire Camus ne vous donne pas de réponse facile. Il ne vous donne pas un dogme auquel croire. Il vous donne quelque chose de bien plus précieux. Il vous donne du courage. Le courage de vivre votre propre vie, de créer votre propre sens et de trouver votre propre été invincible, même au cœur du plus rude des hivers. J'espère que cette analyse approfondie vous aura été aussi révélatrice qu'il l'est toujours pour moi de revisiter ce géant. Camus n'est pas un philosophe à lire, c'est un philosophe à vivre. Sa pensée est un antidote contre le cynisme et le nihilisme de notre époque. Elle nous rappelle que même si la lutte est interminable, la décence humaine et la beauté du monde nous donneront toujours une raison de continuer. Merci sincèrement de m'avoir accompagné dans ce voyage intellectuel. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec vous. Si cette analyse d'Albert Camus vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies des idées et des penseurs qui ont façonné notre monde. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle idée de Camus résonne le plus en vous aujourd'hui? Est-ce l'absurde de Sisyphe, la révolte de Rieux ou le bonheur de Meursault? Laissez un commentaire. Le dialogue est la meilleure façon d'honorer un penseur comme lui. À la prochaine